Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle série de mon podcast En Présence. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour cette première série que j'ai appelée Quand le corps parle. L'idée avec cette série, c'est de poser le décor et de tout de suite poser les bases de ce qu'est l'anxiété, comment elle peut se traduire dans le corps et dans les émotions, et surtout qu'est-ce que ça impacte au niveau physique, que ce soit dans mon système nerveux, dans mon système digestif. Comment on peut aussi voir l'anxiété et la décrypter d'un point de vue système nerveux, d'un point de vue naturopathie, etc., etc. L'idée de cette série, c'est vraiment, comme je te disais, de poser le décor pour que tu puisses aussi, au fur et à mesure, mieux comprendre tout ce jargon qui est un nouveau jargon pour toi, j'imagine, et surtout pour que tu puisses petit à petit trouver des conseils, des astuces et des ajustements qui vont te permettre de mieux vivre ton quotidien et d'abaisser ton anxiété. Cette série, elle sera composée de 3 épisodes et aujourd'hui, dans l'épisode 1, on va venir explorer ces signes que peut-être toi tu ressens aussi au quotidien. Ça peut être des signes physiques et des signes émotionnels. Et en fait, ces signes-là, ce sont simplement des messages. Ce ne sont pas que des symptômes. Vraiment, il y a un message derrière le symptôme et nous, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière ce symptôme. Donc ce premier épisode, c'est une invitation à ralentir, à revenir à toi et à entendre ce qui demande à être vu et à être entendu. Et déjà, entendre et voir ces signaux comme des messages, c'est déjà commencer à guérir. Donc voilà, pour ce premier épisode, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va partir sur les signes physiques de l'anxiété. Un des premiers signes qu'on peut voir quand on souffre d'anxiété, c'est le fait d'avoir des palpitations ou d'avoir le cœur qui bat plus vite, le cœur qui s'emballe sans forcément avoir de raison apparente, sans forcément être sur une activité physique ou sportive. Là, c'est tout simplement la réaction de ton système nerveux sympathique qui vient de basculer en mode alerte face à une menace qui peut être perçue, donc réelle ou imaginaire. Le cœur qui bat plus vite, il peut aussi venir d'une respiration qui est plutôt courte ou qui est bloquée. Parce que quand tu respires plus vite ou alors haute, c'est-à-dire une respiration plutôt thoracique, tu retiens la vraie respiration. Et en fait, tes poumons n'arrivent pas à avoir l'amplitude nécessaire pour bien respirer, ce qui va aussi venir bloquer ton diaphragme, et donc qui est le muscle qui est juste en dessous de tes poumons et qui tapisse finalement le dessous des poumons et qui vient vraiment séparer la partie digestive, donc la partie sale de ton buste, de la partie propre, c'est-à-dire ton cœur et tes poumons. Et cette respiration courte et bloquée, pareil, ça vient d'un corps qui se prépare à fuir ou à combattre, mais c'est aussi, et on le verra dans les prochains épisodes, un des éléments qui fait qu'on est anxieux. C'est-à-dire que de mal respirer, ça génère de l'anxiété, et l'anxiété génère aussi des gènes respiratoires. Donc c'est à la fois une cause et à la fois une conséquence de l'anxiété. Et on verra comment on peut justement venir réguler cette respiration, comment on peut venir la travailler. Si tu fais partie des personnes qui sont suivies par mes soins en accompagnement, tu sais qu'on travaille beaucoup la respiration. Tu sais aussi que je m'acharne un petit peu à chaque séance à venir te rappeler des principes respiratoires importants. C'est parce qu'à la fois, finalement, quand on régule la respiration, on peut améliorer l'état d'anxiété et limiter le pic anxieux qui pourrait arriver prochainement. Donc voilà, respiration, un pilier très important, à la fois dans les symptômes, mais aussi un pilier très important dans l'accompagnement de l'anxiété. Le troisième signe qu'on peut noter quand on souffre d'anxiété, c'est tout ce qui est tension musculaire, raideur, notamment au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau de la mâchoire et du petit muscle de ta mâchoire qui est le masséter, ou des raideurs au niveau du dos. L'anxiété, elle vient contracter le corps pour le préparer à réagir. En fait, quand il y a des tensions musculaires, c'est qu'il y a eu une activation de ta fibre musculaire, activation qui est nécessaire pour fuir ou combattre. C'est le moment où toute l'énergie est envoyée vers tes muscles pour que vraiment ils se contractent, ils se préparent justement à agir, à combattre et à fuir. Mais si derrière,
cette activation, il n'y a pas d'espace pour vraiment te régénérer, te reposer et te déposer, ces tensions-là, elles vont rester dans ton corps. Ces contractions, elles seront toujours présentes, même si le danger réel ou le danger perçu n'est plus là. C'est aussi pour ça que bien souvent, quand on a au travail une charge de travail importante, bien souvent les raideurs se logent au niveau de la nuque, des épaules. Il y a aussi des personnes qui peuvent souffrir de bruxisme, c'est-à-dire le fait de serrer les dents la nuit et d'avoir vraiment les mâchoires qui grincent. Pourquoi le bruxisme est lié aussi à des terrains anxieux? C'est tout simplement parce que le système nerveux n'arrive pas à se relâcher. Il est toujours dans son mode fuite ou dans son mode combat. Et ça génère des mâchoires qui vont se frotter entre elles parce que tout est hyper tendu. Donc les personnes qui souffrent de bruxisme, qui portent des gouttières la nuit, etc., ce serait intéressant d'aller voir justement le terrain plutôt émotionnel et nerveux, comment on est au niveau de l'anxiété, comment on est au niveau de notre gestion du stress, et est-ce que notre système nerveux est régulé ou bien dérégulé. Là, dans 99% des cas, j'ai envie de te dire que le système nerveux sera dérégulé. Le quatrième signe qu'on peut voir quand on souffre d'anxiété, et c'est un signe qui est vraiment pas agréable, c'est les vertiges. La sensation d'avoir la tête qui tourne. En fait, cette impression que quand tu te lèves, voilà, il y a vraiment la terre qui tourne sous tes pieds. Ça aussi, ça vient d'une forte activation nerveuse, d'un manque d'ancrage et aussi d'une dérégulation de ton nerf vague. Et ça, on en reparlera juste après du nerf vague. Mais à partir du moment où le nerf vague dysfonctionne, ça peut générer des sensations de vertige. Donc parfois, c'est pas forcément des problèmes d'oreille interne, voilà, comme on appelle les vertiges vestibulaires. Ça peut simplement venir d'un excès de stress, d'un excès d'anxiété qui est mal régulé. Le cinquième signe qu'on peut aussi voir quand on souffre d'anxiété, c'est le fait d'avoir la boule dans la gorge. Cet inconfort vraiment au niveau de la gorge qui nous empêche de communiquer comme on voudrait. Là aussi, c'est lié à un nerf vague qui est plutôt en surcharge et à un état émotionnel qui est en incapacité de dire les choses parce que certainement il y a une insécurité qui fait qu'il n'arrive pas à expliquer, à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Le sixième signe d'anxiété, et pas des moindres, c'est les troubles digestifs. Alors là, on peut parler de ballonnement, de diarrhée, de constipation, de nausées, de perte d'appétit, de reflux gastrique, de reflux acide, d'alternance constipation-diarrhée, de crampes au niveau du ventre. Donc tous ces signes-là, vraiment, c'est des signes aussi d'un système nerveux qui est quand même pas très bien régulé. Et pourquoi le système digestif est très lié avec notre état d'anxiété? C'est parce que notre ventre, il est appelé le deuxième cerveau. Tu as certainement déjà dû entendre parler de cette notion de deuxième cerveau. On a notre cerveau principal qui est dans notre boîte crânienne et on a le deuxième cerveau qui est dans notre ventre. Est-ce que le deuxième cerveau c'est le premier? Est-ce que c'est le deuxième? On ne sait pas trop. Et là encore, les scientifiques sont encore à se poser ces questions. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on a deux cerveaux, un dans notre tête et un dans notre ventre. Pourquoi notre ventre, il est appelé le deuxième cerveau? C'est parce que lui, il abrite plus de 500 millions de neurones. C'est énorme. Ça veut dire que au niveau neuronal, il y a une activité vraiment très importante au niveau de ton ventre, tout autant que ton cerveau. Et ton ventre, il est en lien constant avec ton cerveau via le nerf vague. Le nerf vague, c'est le chef d'orchestre de la détente et de la sécurité. Donc c'est un des 12 nerfs crâniens, c'est le 10e, et c'est un des plus longs nerfs du corps humain. Son nom, il vient du latin vagus. Vagus, ça signifie errant, parce qu'il traverse tout ton corps, de ton cerveau jusqu'à tes organes profonds. Donc c'est vraiment le nerf qui va venir relier ta gorge, ton cœur, tes poumons, ton diaphragme, tes intestins, ton foie, ton pancréas. C'est vraiment un pont entre ton corps et ton esprit. C'est vraiment lui qui fait le lien. Et c'est le nerf le plus long du système nerveux parasympathique. Pareil, on reparlera dans le deuxième épisode de cette série du système nerveux autonome et on rentrera en détail dans ce système nerveux parasympathique. Alors c'est quoi le rôle du nerf vague? Parce que tu en as certainement déjà entendu parler. Son rôle à lui, c'est de te ramener dans un état de calme, de sécurité et de régénération. Donc il est quand même très intéressant parce que quand je parle d'anxiété, je parle toujours de sécurité parce que c'est une notion importante pour le système nerveux, pour qu'il puisse se réguler. Et le nerf vague, il agit là-dessus. Il va te ramener dans cet état de calme, de sécurité
et de régénération. Et ce nerf, il est intéressant aussi parce qu'il est bidirectionnel. Parce que 80% de ces fibres font remonter les informations du corps vers le cerveau. Donc 80% des informations qui transitent via le nerf vague transitent du corps vers la tête. Et seulement 20% des informations transitent du cerveau vers le corps. Typiquement, par exemple, pour ajuster le rythme cardiaque, ajuster la respiration, etc. Mais la plus grosse partie des informations, c'est quand même des informations du corps vers la tête. Donc ça veut dire que nos sensations corporelles et nos ressentis corporels vont influencer notre cerveau et donc nos pensées, nos émotions, etc. C'est quand même énorme. Et c'est hyper intéressant de comprendre ça parce que souvent on dit que l'anxiété, elle se trouve dans la tête. On dit oui, quand tu es anxieux, c'est dans ta tête. En réalité, c'est pas vraiment dans la tête, hein, c'est beaucoup plus dans le corps. Notamment, là, le nerf vague en parle très bien. Et puis, dans le deuxième épisode, on ira vraiment retraverser tout le système nerveux et tu verras à quel point l'anxiété, elle prend racine dans le corps. C'est aussi pour ça que c'est important de remettre des thérapies corporelles quand on veut aussi accompagner l'anxiété. Donc, qu'est-ce que ça donne quand le nerf vague, il est sous-activé ou bien débordé? Tu peux vivre de l'anxiété, tu peux vivre des troubles digestifs, tu peux subir des vertiges, tu peux ressentir de la fatigue chronique ou tu peux aussi émotionnellement te sentir figé. On se rend compte finalement que ça reprend quand même pas mal de points, pas mal de symptômes de l'anxiété. Par contre, quand ton nerf vague il est bien régulé, tu vas te sentir ancré, tu vas te sentir stable et tu vas te sentir détendu. Et quand celui-ci il est tonifié, tu digères mieux, que ce soit une digestion émotionnelle ou une digestion physique avec ton bol alimentaire. Tu dors mieux, tu es aussi plus présente à toi-même, à tes sensations corporelles, à tes émotions. Et tu peux aussi faire face à la vie sans te sentir constamment en danger. Et tout à l'heure, je te parlais de cette notion de sécurité avec le nerf vague. Le danger, c'est l'extrême inverse. Donc à partir du moment où ton nerf vague il est sous-activé ou débordé, il y a cette notion de danger. Et donc cette alarme intérieure qui se déclenche. Mais surtout quand ton nerf vague il est activé, positivement, hein, donc quand il est tonifié, ton cerveau il entre dans un état favorable à la neuroplasticité. Je rentre pas trop dans les détails, je vais t'expliquer brièvement ce qu'est la neuroplasticité, mais on en reparlera aussi dans de futurs épisodes. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de ta vie. Ça veut dire que tu peux changer tes automatismes, que ce soit tes pensées, tes émotions, tes comportements. Tu peux transformer tes schémas liés au stress, à l'anxiété, au trauma. Et tu peux aussi créer de nouvelles routes neuronales plus saines et plus sereines. Donc, c'est-à-dire que la neuroplasticité, c'est la capacité qu'a le cerveau à te faire changer de réalité. Parce que quand ton cerveau il a une neuroplasticité suffisante, alors tu changes de réalité. Mais pour que la neuroplasticité opère pleinement, il faut que ton système nerveux se sente en sécurité. Et c'est là que le rôle du nerf vague, il est important. Alors bonne nouvelle, si tu te reconnais plutôt dans les signes d'un nerf vague qui est plutôt sous-activé ou débordé, sache que tu peux le tonifier ton nerf vague. Le nerf vague, c'est un petit peu comme un muscle. Tu peux venir le rééduquer, tu peux venir le renforcer par des pratiques corporelles comme par exemple les respirations, le chant, tout ce qui est gargarisme, le fait de gargariser de l'eau au fond de la gorge, ça vient aussi remuscler ce nerf vague. Les massages au niveau du cou, ça permet aussi d'aller réguler et d'aller tonifier ce nerf vague. Il existe encore plein d'autres méthodes. Pareil, il y aura un épisode entier sur le nerf vague. Mais là, déjà, tu peux comprendre que tous les petits conseils que je donne habituellement sur les respirations, sur le fait d'aller s'automasser, sur le fait de chanter dans sa voiture ou sous la douche, c'est pas anodin. Il y a biologiquement, réellement une réponse qui existe. Et cette réponse, elle est possible grâce au nerf vague. Je ferme la parenthèse du nerf vague, bien que ce soit hyper passionnant, je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà, déjà ça te donne une première approche de qu'est-ce que le nerf vague et à quoi il sert. Le 7e signe qu'on peut voir aussi quand on souffre d'anxiété, c'est les transpirations excessives. Des personnes qui ont des sueurs soudaines, surtout au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des aisselles. Pareil, là c'est le signe que le corps se croit face à un danger et donc ça déclenche au niveau du système nerveux une montée en température et donc une transpiration. Le 8e signe, et là encore pas des moindres,
c'est les troubles du sommeil. Dans troubles du sommeil, j'entends les difficultés à s'endormir, les réveils nocturnes, les nuits plutôt agitées avec des rêves ou des cauchemars et les difficultés à se lever le matin. Les troubles du sommeil, il faut savoir qu'en France, il y a entre 30 à 50% des adultes qui sont concernés. Ce qui est quand même assez important, assez alarmant aussi, hein, parce que le sommeil, ça reste quand même un pilier de la santé, tant pour la régénération, le repos, que pour toutes nos capacités cognitives, comportementales, etc. Là encore, des troubles du sommeil, ça veut dire que le système nerveux, il n'arrive pas à redescendre dans un niveau de calme, et donc il garde cette forme d'activation. Si on fait le parallèle avec la médecine chinoise, et notamment les horaires à laquelle les organes sont en action, à partir de 23h jusqu'à 1h du matin, c'est la vésicule biliaire qui est à son apogée en termes d'énergie. La vésicule biliaire, elle représente les angoisses d'anticipation, elle représente cette futurisation, cette imagination qui parfois nous submerge, et ça représente aussi tout ce qui est en lien avec le fait de se faire de la bile, d'être inquiet. Donc les personnes qui ont du mal à s'endormir, qui ont un endormissement qui est plutôt long et qui s'endorment aux alentours de 1h du matin, typiquement, il y a quand même à aller travailler au niveau émotionnel parce que clairement, ça reflète un corps qui est plutôt en pris aux angoisses et au stress. La tranche 1h, 3h du matin, c'est plutôt en lien avec le foie. Le foie, c'est le collègue de la vésicule biliaire. Là encore, on peut parler d'angoisse d'anticipation, on peut parler d'imagination, de futurisation. Et là aussi, c'est toute cette inquiétude liée à l'avenir. Et on le sait, dans l'anxiété, il y a cette tendance quand même à être beaucoup dans la rumination et dans l'imagination du futur. Et puis, une autre tranche d'horaire que je rencontre beaucoup parmi les personnes que je vois en consultation, c'est la tranche 5h, 7h du matin. Les personnes qui se réveillent à 5h du matin ou entre 5 et 7, mais qui se réveillent pas avec un réveil, mais de manière inopinée, alors que c'est pas l'heure à laquelle elles doivent se lever. Là, c'est en lien avec mon gros intestin. Mon gros intestin, il reflète l'émotion de la peur. Et on le sait, quand on souffre d'anxiété, bien souvent, on est transi de peur. Ça représente aussi une difficulté à lâcher prise, un besoin d'hyper-contrôle et de perfectionnisme. Là encore, que des traits qu'on retrouve dans les signes émotionnels de l'anxiété. Donc c'est intéressant de croiser justement l'heure à laquelle on se réveille ou les difficultés d'endormissement, justement avec toute cette partie émotionnelle pour comprendre ben, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire en fait ces troubles de sommeil, sur quoi on doit travailler pour justement améliorer la qualité de notre sommeil. Le neuvième signe, et lui aussi c'est un signe important qui est très représenté parce que je le rencontre au quotidien en consultation et parce qu'en France, ça concerne quand même 250 000 personnes, c'est énorme, c'est la fatigue chronique. C'est cet épuisement physique, cet épuisement nerveux, cet épuisement émotionnel qui perdure même après des nuits de sommeil. Et même si les personnes ont un très bon sommeil. C'est les personnes qui peuvent dormir 10 heures, 12 heures, mais en fait qui se lèveront aussi fatiguées qu'elles se sont couchées. Là, clairement, on le sait, l'anxiété épuise les réserves d'énergie. Pourquoi ça épuise les réserves d'énergie? C'est parce que quand on souffre d'anxiété, il y a donc une libération de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et ce cortisol-là, il est fabriqué et libéré par nos surrénales, qui sont deux petits chapeaux au-dessus de nos reins. Les reins, en médecine chinoise, c'est la batterie de notre véhicule, hein, c'est notre réserve de vitalité. Et donc, quand les surrénales sont tout le temps en train de produire du cortisol, c'est hyper fatigant pour le corps. Ça vient aussi épuiser l'énergie de mes reins. Et donc, petit à petit, on perd en vitalité. C'est ce qui se passe notamment chez des personnes qui souffrent de burn-out, où avant le burn-out, elles sont dans cette survie et cette hypervigilance extrême de je fais tout, je gère tout, etc. Et puis au moment où elles basculent en burn-out, les surrénales sont complètement effondrées. Elles ne peuvent plus produire de cortisol, elles sont vraiment en mode stand-by. Donc la fatigue chronique, c'est pas à négliger, c'est vraiment un signe qui est assez compliqué parce que c'est incompris quand même de la plupart de notre entourage et surtout c'est pas forcément visible. Mais il y a une vraie problématique sur le terrain de la fatigue chronique, c'est qu'au niveau émotionnel ça fout le bazar, au niveau cognitif ça fout aussi le bazar et au niveau physique en fait tout notre organisme tourne au ralenti. Notre système digestif, notre système cardiovasculaire, notre système musculaire. En fait chez les personnes qui souffrent de fatigue chronique, la moindre tâche à faire, c'est une montagne en fait à gravir.
Donc ça, voilà, un signe très important quand on souffre d'anxiété. Le 10e signe, c'est les problèmes de libido et notamment la baisse de libido. Le fait qu'il y ait moins de désir ou moins de plaisir sexuel, ça reflète aussi que le corps, il n'arrive pas à se sentir en sécurité pour totalement connecter à l'autre et se relâcher. Et se relâcher pour atteindre une forme de plaisir. Donc à partir du moment où il y a des troubles de la libido, c'est intéressant aussi de se poser la question de savoir si on est en capacité de lâcher prise et si on est en capacité de se sentir en sécurité. La baisse de la libido, on la voit beaucoup chez les femmes parce que les femmes, on a quand même tendance à avoir besoin que tout soit au clair dans notre tête, que la maison soit rangée, que le linge soit étendu, que le lave-vaisselle soit mis à tourner, que le ménage soit fait, pour vraiment être totalement présente à cette intimité. Et donc ça, c'est problématique parce que on est tout le temps dans cette survie de il faut faire, il faut faire, il faut faire, et il n'y a pas d'espace pour se relâcher. Et le il faut faire, il faut faire, il faut faire, à un moment donné, ça conduit quand même à de la fatigue chronique. Donc baisse de libido, là aussi, pas de culpabilité. Je sais que, pareil, bon nombre de couples traversent ça et les personnes en souffrent. Hein, c'est vraiment une source de souffrance. Et là encore, on peut vraiment faire des liens avec mon système nerveux, avec mon système hormonal et justement cette gestion du stress et cette gestion de l'anxiété. On redétaillera dans des épisodes vraiment spécifiques la libido avec le système nerveux et la libido avec le système hormonal parce que voilà, ça va bien au-delà d'un simple manque de désir ou d'une simple fatigue qui fait qu'on n'a pas envie d'avoir de rapport. C'est vraiment au niveau nerveux et au niveau chimique, il y a vraiment des choses qui se jouent dans notre corps et on n'est plus vraiment aux commandes de cette libido. Et puis, un des signes aussi que je vois souvent quand les personnes souffrent d'anxiété, c'est cette sensation de froid ou de fourmillement dans les extrémités. Le sang, en fait, il est redirigé vers les muscles principaux, donc là, mon cœur et puis les muscles qui vont me servir à combattre, à me défendre ou à fuir. Et donc, cette stratégie de survie, elle va finalement ralentir l'envoi du sang dans les extrémités, que ce soit les mains ou les pieds. Donc là encore, le stress peut influencer cette sensation de froid dans les extrémités et cette sensation aussi de fourmillement. Je reviens sur la sensation de froid dans les extrémités. Tout à l'heure, on a parlé de la fatigue chronique, du lien avec les surrénales et du lien avec mes reins. En médecine chinoise, une personne qui souffre d'extrémités froides, les pieds et les mains froids, c'est une personne qui a une vitalité très basse. Donc ça veut dire qu'il y a une énergie au niveau de ses reins qui est très basse. Donc quand il y a une sensation de froid dans les extrémités, je me demande toujours, est-ce que ces reins se portent bien? Et là, ça peut venir à la fois de mes surrénales qui sont suractives, comme de mon insécurité, parce que les reins représentent quand même l'insécurité et les peurs. Donc là encore, on peut croiser des problèmes physiques, la sensation de froid au niveau des mains, avec des problèmes plutôt émotionnels ou des problèmes plutôt de sécrétion hormonale. Maintenant qu'on a fait le tour de tous les signaux physiques de l'anxiété, en tout cas les signaux principaux quand on souffre d'anxiété, on va pouvoir maintenant aller voir au niveau émotionnel comment l'anxiété peut se traduire dans mes émotions. Et là, c'est assez intéressant parce que pareil, il y a quand même beaucoup de signes. Je les détaille pas trop parce que pareil, on va petit à petit les détailler dans les autres épisodes, mais déjà, on plante le décor au niveau émotionnel. Le premier signe que je vois beaucoup, c'est cette agitation intérieure. Le sentiment d'être constamment en mode alerte, comme si quelque chose de mal allait nous arriver. C'est aussi une forme d'hypervigilance, hein, donc c'est le système nerveux qui est en hypervigilance, à la recherche constante de danger, et ça agite beaucoup mon monde intérieur. Le deuxième signe, et pas des moindres, parce que je sais aussi qu'il concerne beaucoup de mes consultantes, c'est les ruminations mentales. Ces pensées qui tournent en boucle, cette difficulté à stopper les pensées, et souvent c'est des pensées qui sont ancrées sur le passé ou sur l'avenir, mais voilà, on ressasse tout le temps. Et les ruminations, c'est aussi elles qui sont liées à nos difficultés d'endormissement le soir. Donc voilà, rumination mentale très important. Là, ça montre que le mental tente de reprendre le contrôle sur un monde qui peut être perçu comme incertain. Donc là aussi, il y a un grand besoin d'aller retrouver de la sécurité dans mon système nerveux et dans mon environnement. Le troisième signe, c'est l'anticipation excessive. Le fait d'imaginer les pires scénarios à l'avance, cette difficulté à se projeter sereinement, le fait de prévoir le plan A, le plan B, le plan C et d'imaginer le pire tout le temps en fait. Et ça, c'est vraiment un trait typique parce que
L'anxiété, ça crée une forme de futur fictif qui est là un peu pour protéger en se disant j'imagine tout ce qui peut m'arriver dans le pire des cas, et bien souvent on ne se concentre que sur le pire des cas. Et cette anticipation excessive, elle va aussi mener à cette difficulté à se mettre en action. Des personnes qui ont du mal à reprendre leur vie en main, des personnes qui ont du mal à faire les choses, à trancher, à faire des choix. Parce que du coup, l'anticipation, le fait d'imaginer le pire, ça a du mal à nous connecter à ce qui peut se passer de bien. Le quatrième signe, c'est l'irritabilité ou l'hypersensibilité. Donc là, c'est tout ce qui est réaction émotionnelle forte, démesurée aussi. Donc ça peut être les pleurs, l'agacement, la colère, les cris. Là, pareil, c'est un système nerveux qui est à fleur de peau, qui est dérégulé et qui est en fait tout le temps prêt à exploser. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hypersensibilité comme étant un trait de caractère. En réalité, je suis persuadée que c'est pas un trait de caractère, mais bien une dérégulation majeure du système nerveux. Et ça, on le reverra aussi sur un épisode vraiment axé sur l'hypersensibilité, parce que je ne suis pas sûre réellement que ce soit quelque chose avec lequel on est aujourd'hui, mais plutôt c'est quelque chose qui évolue avec le temps au gré de nos expériences et au gré de toutes ces dérégulations qu'on peut vivre dans notre enfance et dans notre vie d'adulte. Le cinquième signe, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est cette difficulté à prendre des décisions, par peur de se tromper, par peur de décevoir ou par peur parfois de perdre aussi le contrôle. Là, on le reverra aussi, mais l'anxiété bloque cet élan naturel et cette forme d'intuition. On reparlera de cette notion d'intuition dans l'épisode 3 de cette série Quand le corps parle, et on va décrypter l'intuition d'un point de vue scientifique. Et comme ça, on fera vraiment le lien avec l'anxiété et l'intuition. Mais voilà, difficulté à prendre des décisions, tout simplement parce que la personne n'a pas accès à son intuition et à cet élan naturel. Le sixième signe, c'est le perfectionnisme. Donc cette volonté de tout faire à la perfection, que tout soit sous contrôle, que tout soit parfait, pour éviter les échecs, le jugement, les moqueries. Là, c'est un mécanisme de défense et un mécanisme de protection pour apaiser une peur profonde, celle de ne pas être assez. Là, si tu m'écoutes encore jusqu'ici, j'imagine que le perfectionnisme, ça doit te parler si tu souffres d'anxiété. Le septième signe, c'est l'évitement émotionnel ou l'évitement social. Donc là, c'est cette tendance à fuir certaines situations, à fuir ses relations ou à fuir des émotions qui sont jugées comme trop. Là encore, l'anxiété, elle cherche à protéger et donc elle va isoler et elle va empêcher l'expansion parce que justement, ça peut être trop submergent. Les relations peuvent être trop challengeantes, les émotions peuvent être trop instabilisantes, trop insécurisantes. Ça, je le vois aussi beaucoup, ces émotions qui sont jugées comme trop. Pourquoi une émotion, elle est vécue comme trop? Tout simplement parce que on se fait très vite submerger par l'émotion. Quand est-ce qu'on se fait vite submerger par l'émotion? Quand le système nerveux est dérégulé. Système nerveux et dérégulation, vous allez en entendre parler à la sauce sur ce podcast. Et je me réjouis d'avance parce que vraiment, moi, quand j'ai creusé un peu tout ça, quand je me suis documentée, quand j'ai étudié le sujet, vraiment, je me suis rendu compte que et en fait, tout prenait racine ici. Et quand on comprend ça et quand on s'ouvre à ce monde-là, c'est déjà hyper déculpabilisant, c'est hyper rassurant et c'est porteur d'espoir parce que ça donne des pistes vraiment concrètes pour aller mieux d'un point de vue physique et d'un point de vue émotionnel. Le huitième signe, c'est la peur du jugement ou la peur du regard des autres. Là, clairement, c'est le sentiment qu'on va pas être à la hauteur ou qu'on va être trop comme ci, trop comme ça ou pas assez comme ci, pas assez comme ça. Là, ça relate d'un besoin de sécurité relationnelle qui n'a pas été comblé bien souvent dans l'enfance. Donc c'est une insécurité relationnelle qui date de notre enfance et qui aujourd'hui se traduit par une forme de peur du jugement et peur du regard des autres. Le neuvième signe, c'est l'engourdissement émotionnel ou le figement émotionnel. Cette difficulté à ressentir des émotions positives ou à se connecter à soi. En fait, on est complètement figé. C'est comme si tout nous passait dessus et on n'arrivait pas à ressentir l'élan de joie, l'élan de bonheur, l'élan d'excitation et qu'on était bloqué dans cette peur, dans cette angoisse profonde. Donc le figement émotionnel, on le reverra aussi dans l'épisode 2 de cette série où on va parler du système nerveux et on le reverra vraiment quand on va détailler le système nerveux parce que le figement, c'est un des modes
dans lequel on peut rester bloqué parfois pendant des jours, des semaines, voire des années, et qui du coup nous empêche de vivre notre vie pleinement. Donc c'est important de reconnaître le figement et après d'avoir les outils pour venir, entre guillemets, se défiger. Le 10e signe, c'est l'autosabotage et la procrastination. Là, clairement, c'est ce côté où c'est très inconscient, hein, mais inconsciemment, on se freine à réussir, on se freine à passer à l'action par peur d'échouer, par peur de réussir, par peur du changement et par peur de l'inconnu. Parce que finalement, si je réussis, si je vis le succès, ben comment je vais le vivre en fait? Est-ce que je vais être assez en sécurité pour le vivre positivement? Donc là, l'auto-sabotage et la procrastination, on en reparlera, mais ce sont 2 mécanismes d'autoprotection qui sont très répandus. Et là encore, pas de culpabilité. Si tu te reconnais dans l'auto-sabotage ou dans la procrastination, je te rassure, tu n'es pas feignante. C'est bien ton système nerveux qui essaye de te protéger. Et un coup que tu as compris ça et que tu as essayé d'aller voir et d'aller chercher ce pourquoi il te protégeait, tu peux rapidement te défaire de cet auto-sabotage et de cette procrastination. Et le 11e et dernier signe que j'ai noté sur l'anxiété, c'est le besoin de tout contrôler, qui relate clairement d'une difficulté à lâcher prise, hein, d'un besoin que tout soit cadré, anticipé, organisé, parce que le chaos, ça peut être vécu comme un danger et comme quelque chose d'hyper insécurisant. Donc plus je contrôle, plus j'anticipe, plus finalement je verrouille, et donc plus je sécurise mon système nerveux. Mais là aussi, c'est un mécanisme, hein, de protection, et un mécanisme de protection parce qu'on recherche à tout prix la sécurité. Voilà, on a fait le tour des signaux physiques et des signaux émotionnels de l'anxiété. J'espère que cet épisode t'aura permis peut-être de mettre le doigt sur des signes que tu ressens et surtout t'aura permis de déculpabiliser parce que non, tous ces signaux-là ne sont pas de ta faute. Ce sont simplement des signes d'un système nerveux qui est dérégulé et donc qui demande à être entendu, à être soutenu et à être sécurisé. Et donc, si tu t'es reconnu dans ces signes, sache que tu es au bon endroit parce que sur ce podcast, on va vraiment détailler en long, en large, en travers l'anxiété, la santé mentale et la santé émotionnelle. Parce que je suis passée par tout ça et parce que j'ai longtemps, moi aussi, cherché des solutions miracles et que pendant longtemps, j'ai cru que j'étais folle et que j'étais différente des autres. En réalité, j'avais une dérégulation majeure de mon système nerveux. J'ai souffert pendant une vingtaine d'années de troubles anxieux généralisés. J'ai vécu aussi de l'anorexie mentale, donc qui est un trouble du comportement alimentaire. Voilà, tous ces signaux-là, c'était les signaux d'un système nerveux qui criait à l'aide et qui demandait de la sécurité. Donc à travers ce podcast, à travers mon podcast en présence, on va redéfinir toutes ces notions, on va parcourir tous ces sujets et l'idée c'est que tu puisses trouver des clés pour prendre soin de toi, pour aller mieux et pour te libérer de l'anxiété. Dans le prochain épisode, on va plonger dans le système nerveux autonome. C'est un chef d'orchestre très intéressant parce que c'est lui qui régule notre corps à chaque instant. Donc on va essayer de comprendre pourquoi et comment notre système nerveux s'emballe quand tout semble aller bien autour de soi. Donc voilà, je me réjouis d'avance de ce 2e épisode qui sera autour du système nerveux parce que ça va être des notions très importantes et qui vont poser les bases pour la suite des épisodes. N'hésite pas à réécouter l'épisode d'aujourd'hui et peut-être à prendre des notes. Je t'invite aussi peut-être à faire une liste de tous les signes pour lesquels tu te reconnais, que ce soit les signes physiques ou les signes émotionnels, tous ceux que tu vis au quotidien, pour au fur et à mesure des épisodes trouver des clés pour venir justement soutenir et réguler ces signaux-là. Et puis d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi et de rester en présence. À très vite. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.